Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Onapolis, le podcast créé avec les artistes pour les artistes. Je suis Dorian et je reçois ici des artistes de toutes filières pour parler développement de carrière, business, gestion de projet en indépendant ou en production. Cet épisode est consacré au monde de l'œil et de l'image, de l'éducation du regard. Je reçois Hervé Bernard, réalisateur, auteur, spécialiste du langage de l'image, ancien jury du Festival de Cannes. Il nous parle du rapport de la société à l'image, du monde des festivals et des salles de cinéma. Je vous laisse découvrir Hervé Bernard. Salut Hervé. Bonjour Dorian. Hervé Bernard, tu nous reçois aujourd'hui dans ton atelier de travail à Paris. Tu es artiste, travaillant majoritairement autour de l'image, de la photo, de la vidéo, mais aussi de la sculpture. Tu es aussi, corrige-moi si je me trompe, journaliste, enseignant. Tu as un site qui s'appelle Regard sur l'image et un livre du même nom que je représente ici et que je représenterai à la fin de l'émission. Dans lequel tu traites aussi de l'analyse de l'image et de la recherche sur l'image, donc vraiment un point de vue à 360 degrés, on va dire, sur l'image. Je voudrais commencer par un sujet peut-être même qui n'a jamais été d'autant plus d'actualité, c'est l'avenir de la salle de cinéma selon toi. Quel est ton sentiment là-dessus ? Il y a deux questions dans cette question. Il y a l'avenir économique de la salle de cinéma compte tenu de ce qui est en train de se passer et du souhait éventuel et plus ou moins fantasmé de ce que les producteurs et distributeurs souhaiteraient faire. Et puis, l'avenir en tant qu'esthétique. Pour moi, l'avenir de la salle de cinéma, il ne se discute pas. Un film, quand il est vu sur grand écran, dans le noir, avec un son Dolby Atmos ou Dolby 5.1, c'est pas du tout la même chose qu'un film vu sur ton ordinateur portable avec un merdique haut-parleur, même pas stéréo, qui grinche dès qu'on le met un peu fort et qui va faire perdre tous les sons qui sont en arrière-plan. Du point de vue de l'esthétique, il n'y a pas de discussion. Comme il n'y a pas de discussion, une peinture, ce n'est pas de la photographie, ce sont des médias différents. Tu ne produis pas la même image. Je vais prendre un exemple, c'est mon court-métrage sur le jardin des Tuileries, qui s'appelle Empreinte. Au début, j'ai essayé de le présenter dans des festivals ou à des télés, et puis j'ai très vite arrêté. J'ai très vite arrêté parce que c'est un film qui est fait pour être vu sur grand écran, avec justement un son Dolby Atmos, c'est-à-dire un son qui tourne dans l'espace, et qu'il est sélectionné par tous les sélectionneurs, et je comprends, sur un petit ordinateur mono, donc le film est complètement cassé. Donc c'est inutile de le présenter à ces gens-là. Et si on a un film qui est conçu pour la salle, c'est incontestable. Maintenant, du côté de la distribution et de la finance du cinéma, il est évident que le film distribué chez les utilisateurs, ça coûte beaucoup moins cher. La marge est meilleure, et on a en ce moment un merveilleux prétexte qui s'appelle le Covid pour fermer les salles. On ne va même pas les fermer, elles vont se fermer toutes seules parce qu'elles ne vont pas tenir le choc. Donc il y a vraiment deux questions, et il faut toujours séparer dans le domaine de l'image, mais aussi dans le domaine de la musique ou du théâtre, la question économique de la question artistique. Toi, tu as présenté ton premier court-métrage en quelle année ? Ça, c'est pas gentil. Alors, mon premier court-métrage que j'ai produit mais pas réalisé et dont j'avais fait la direction artistique de l'étalonnage numérique, ce que certains aujourd'hui appellent color grading, pour ne pas parler français, a été produit en 2001, présenté au Festival de Cannes. C'est un film qui avait été réalisé par Thomas Norenberg, qui s'appelle L'histoire de Pierre et le fou, et pas Pierre et le loup, qui est une réinterprétation du dessin animé fait à partir de la musique de Prokofiev, mais sur une musique originale de jazz. C'était le premier court-métrage tourné encore en pellicule, 35 mm,
Et c'était un plan séquence. Les variations qu'on a faites, puisqu'on est parti d'un film noir et blanc pour finir un film extrêmement saturé, ne pouvaient être faites qu'en numérique. Et donc ce film avait servi de film de démonstration, notamment pour les laboratoires LTC, qui à l'époque était un des 2 grands laboratoires de cinéma en France. Et il avait été présenté au Festival de Cannes, ainsi qu'au sein d'un organisme européen sur les standards de numérisation, justement, du cinéma. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand tu arrives un peu précurseur dans le monde de l'image, où tout le monde travaille en analogique, avec un des premiers projets en numérique? J'arrive en précurseur, entre guillemets, dans le monde du cinéma, mais dans le monde de l'argentique, ça fait déjà 7 ans que je suis, enfin dans le monde de la photographie plus exactement, ça fait 7 ans que je travaille à cheval sur le numérique et la photographie argentique. Pour moi, ce sont des outils numériques, argentiques, cinéma, time-lapse, vidéo, tout ça, ce sont des outils. Un outil, ça sert à raconter une histoire. Victor Hugo, quand il fait un poème, quand il écrit un roman et quand il fait un dessin à l'encre, ça peut tous les 3 parler d'amour, mais on n'en parle pas de la même manière. C'est-à-dire que l'outil induit une expression. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'il y a complémentarité. Et c'est pour ça que dans la majorité de mes projets, je suis à cheval, photographie et court-métrage, pour faire simple et pas utiliser de mots pompeux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, le monde du court-métrage? Une fois que je ne parle pas de la réalisation, comment tu fais pour le défendre? Comment tu fais pour le présenter? Connais le monde du festival. Est-ce qu'il y a une forme de spécificité déjà sur le choix des festivals? Si tu fais un festival de fiction, c'est pas la peine de le présenter dans un festival de documentaire. Ça, c'est la première chose. Même chose si tu fais un film muet et que c'est un festival qui ne veut pas de film muet, c'est pas utile non plus. Bon, par exemple, j'ai eu 2 films primés en 2016 au Festival du film de l'environnement de Deauville. Là, tu présentes des films sur la question de l'environnement. C'est très simple. Mon film Empreinte, qui a été présenté en 2015 au Festival de Cannes, là, c'est beaucoup plus ouvert, mais c'est de la fiction. Et ce film, paradoxalement, bien que construit à partir de photographies, puisqu'il est construit à partir de 30 ans de photographie dans le jardin des Tuileries, est une fiction. Voilà, les manières de choisir, c'est d'abord regarder ce qui a été primé les années d'avant. Tu vois tout de suite les tendances, enfin pour beaucoup de festivals. La deuxième chose, c'est documentaire, fiction, film dit expérimental, qui est un mot qui ne veut pas dire grand-chose à mon sens. Mais bon, c'est une catégorie qui existe toujours, qui permet justement de placer des films muets, des films en time-lapse, des films un peu différents du circuit classique du court-métrage. Est-ce que tu peux expliquer comment tu présentes ton film? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a une sélection? Comment s'opère la sélection? Alors là, il y a de tout. Il y a des festivals gratuits, il y a des festivals payants, il y a des festivals qui sont ouverts aux pros et aux amateurs. Il y a tout ce que tu veux. Le spectre est immense. C'est à toi de faire tes choix. Moi, je sais que le festival où il y a du grand public, je laisse de côté parce que c'est pas une question de mépris ou d'élitisme. C'est simplement qu'aujourd'hui, un des problèmes des candidatures en festival, c'est qu'il y a trop de monde. Les jurys, avec leur meilleure volonté, ne peuvent pas se souvenir de tout, d'autant plus qu'en général, les sélections sont faites à 2 niveaux et que le jury du premier niveau n'est pas celui du deuxième niveau. Donc, tu as la chance, en premier niveau, de tomber sur quelqu'un qui aime ton film. Tu passes, tu n'as pas de chance, tu passes pas. Alors après, les festivals qui demandent trop de participation, moi, au-dessus de 50 €, je considère que c'est du business, donc j'écarte. Mais c'est mon choix. Ça pourrait être 100, ça pourrait être... De toute façon, on ne peut pas faire tous les festivals. Ça, c'est le grand problème. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et que mon travail, c'est d'abord de faire, de créer.
Et ça, c'est l'autre aspect du problème aujourd'hui, c'est que quand tu es dans une petite structure, tu peux pas tout gérer. Donc tu en fais quelques-uns au moment de la sortie, et puis advienne ce que pourra. S'il y a des choses bien qui en sortent, tant mieux. Mon film sur les Tuileries a été acheté par le Forum des images. Ça m'a pas rendu riche, mais c'est une certaine reconnaissance. Mais si tu veux, à un moment donné, tu cours plus après. Après, c'est des questions d'opportunité. Est-ce que le fait que tu aies des festivals avec des droits d'entrée plus ou moins élevés, c'est créer une forme de présélection, enfin en tout cas limiter le nombre de candidatures? Oui, moi je pense que c'est une forme de sélection sur la motivation. C'est pas parce que tu mets 100 € que tu es plus motivé que quelqu'un qui met 50, enfin, à mon avis. Enfin, on voit de plus en plus dans le domaine de la photographie et dans le domaine du film des festivals qui demandent des participations élevées avec en plus aucun prix. Là, faut pas non plus se foutre du monde. C'est clairement du business. Là. Donc c'est aussi un moyen de les sélectionner. Quel genre, toi, de ton expérience de répercussion tu as eu dans la réussite? Alors, tu as parlé du Forum des images, par exemple. Ça, c'est une répercussion de ton passage de film en festival? Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué puisque j'ai fait la première au Forum des images, donc toute l'équipe du Forum des images l'a vu. Donc ça a facilité les choses. La question de la répercussion, elle est très compliquée, que ce soit des expositions ou des festivals. Parce que quelquefois, tu fais un truc, ça m'est arrivé aussi pour des conférences, tu fais quelque chose et puis tout d'un coup, bon, t'en entends plus parler, et puis 5 ans après, tu croises quelqu'un qui dit « Ah ouais, je vous connais, vous n'avez pas présenté un film sur… » Et là, tout d'un coup, tu dis « Ah, tu connais la personne ni d'Adam ni d'Ève, elle vient de te parler de ce que tu as fait. Ouais. Ou vous avez fait une conférence sur tel thème. Ou… » À un moment donné, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu choisis de faire ou de ne pas faire? Parce que les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Donc ça, c'est un dilemme. C'est pile ou face. C'est ton instinct, ton intuition, et puis quelquefois un peu de rationalité. Tu as eu aussi une expérience en tant que jury. Il me semble que c'était pour le prix Vulcain, voilà. C'est ça, Tout à fait. Au Festival de Cannes? Tout à fait. C'est d'ailleurs ma seule expérience de jury. Donc c'était en 2009, dans le cadre de la sélection officielle du Festival de Cannes. La CST, qui est l'Association des techniciens du cinéma, attribue un prix à un film, mais avec un axe très particulier, c'est-à-dire que c'est un membre de l'équipe technique qui est récompensé pour la qualité de son apport artistique dans le film. Donc ça peut être un ingé son, un décorateur, En 2009, justement, on avait récompensé un film japonais, j'arrive plus à retrouver le titre, qui était justement pour la qualité de la bande-son. Du mixage? Oui. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel genre de critères, quelle est la grille d'évaluation et de lecture pour ce genre de prix? La grille d'évaluation, il n'y a pas une grille dans le sens où il y a des croix qui sont cochées ou pas cochées. Surtout que quand tu fais une sélection dans la sélection du festival, tu commences à être quand même malgré tout à un tel niveau que tu ne juges plus sur les questions, même dans un film, même si c'est sur la question de l'apport artistique d'un technicien. Il y a des choses qui sont qui arrivent très vite à être incontestables. Par exemple, comment le son va donner une autre dimension à l'image. C'est-à-dire va faire exister le hors-champ, ou faire exister encore plus fortement l'intérieur de la scène. Donc ça va être ça, c'est-à-dire que là, c'est pas seulement la qualité de la prise de son, de la voix des acteurs ou de la musique, ça va être aussi tout le travail justement sur les bruits et leurs déplacements qui vont donner une autre dimension à l'image.
Parce qu'en fait, à mon sens, l'image et le son sont inséparables. Aujourd'hui, tu as des images dans plusieurs musées ou collections, notamment, corrige-moi si je me trompe, au musée Carnavalet, à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Est-ce que tu peux raconter comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est toi qui vas les chercher? Est-ce que c'est eux qui vont te chercher? Comment se passe la prise de contact et comment tes œuvres arrivent à se retrouver dans ce genre de collection? Tous les chemins sont possibles. Dans le cadre de Carnavalet, de la bibliothèque historique de la ville de Paris, d'abord c'était à une toute autre époque. À cette époque-là, ces lieux, enfin ces musées, avaient des vrais budgets d'acquisition. Dans les deux cas, que ce soit Carnavalet ou la bibliothèque historique de la ville de Paris, la première fois c'est moi qui les ai démarchés. Eux ont fait après un second achat. Dans le cadre du musée du vivant, c'est Laurent Gervereau qui était le directeur de ce musée, qui dépend d'AgroParisTech, qui m'avait fait la commande suite à une exposition. Dans le cadre du dernier achat pour la Maison Verte, qui est aussi un musée sur l'environnement, qui est dirigé par Laurent Gervereau, c'est lui qui est naturellement revenu vers moi. Puisqu'il aime beaucoup mon travail sur Paris et Amsterdam inondés. Toutes les configurations sont possibles. Les expositions que j'ai faites à Taïwan, c'est une galerie qui me représente, qui m'a exposé, qui s'appelle Culture Gazerie, et qui m'a aussi permis de participer à une résidence sur le paysage Hakka, qui est les Hakka sont une ethnie asiatique qui est notamment représentée à Taïwan. Et là, c'est eux qui sont venus chercher ton travail? Qui ne sont même pas venus chercher mon travail. Ils sont venus te chercher toi et qui t'ont invité pour pouvoir faire une résidence. D'accord, et créer sur place. Et d'ailleurs, à l'issue de cette résidence, j'ai fait un film dont plus de 50% des images sont faites avec mon drone. Avec le drone. Avec le drone. Donc on a parlé du rapport à l'image animée, à la vidéo, au cinéma. Le rapport avec les musées me permet de faire là aussi de la transition avec l'état du marché. De la photo dans un monde où il n'y a jamais eu autant d'images et autant de photos. Comment, de ton point de vue, se porte le marché de la photo aujourd'hui? Très mal. Il n'y a pas d'autre... Très mal, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que il n'y a pas d'acheteurs, il y a moins de transactions? Est-ce que, d'un point de vue esthétique, le niveau a baissé? Qu'est-ce que ça veut dire? Très mal, ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, plus personne ne veut payer. Entre les gens qui sont prêts à tuer père et mère et à travailler gratuitement pour avoir leur image en couverture d'un magazine ou publiée à la télé, et qui vivent dans l'illusion que cette première publication ou cette première vente dans une vente entre guillemets, ce premier don dans une exposition ou dans un événement va leur permettre après de gagner leur vie et d'être très bien payés. C'est un pipeau, excusez-moi du mot, mais c'est la réalité, qui est entretenue depuis Mathusalem par tous les acheteurs. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde le gobe. Il n'y a plus aucun contrôle possible puisque chacun croit pouvoir faire des images parce que son téléphone lui fait une image bien exposée et nette. Mais faire une image, c'est pas ça. C'est pas seulement de la technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tombé dans la bascule inverse des années 60. Dans les années 60, si tu savais faire une image nette et bien exposée, tu étais, entre guillemets, le dieu du marché. Avec l'apparition des réflexes, cette chose-là a commencé à perdre de la valeur et le cadre a commencé à prendre plus de... La question du cadre et de l'exposition a commencé à prendre plus de place. Et puis est arrivé le numérique. Alors au départ du numérique, il fallait avoir des bonnes connaissances techniques, donc il n'y a pas eu tout de suite des problèmes. Et puis au fur et à mesure... comme la technique s'est résolue toute seule entre l'autofocus et l'exposition automatique, il y a plein de gens qui ont cru qu'ils savaient faire des images. Mais c'est pas ça, faire une image. C'est faire un cadre, y mettre une intention. Pour parler d'un exemple que j'ai cité hier, j'ai fait des couvertures d'un magazine informatique sur la question des réseaux.
pour faire cette couverture, j'avais réalisé une route à la bombe de peinture, une route noire avec les petites lignes jaunes. Dessus, j'ai posé des camions parce que c'était une illustration du réseau Transpac, qui est le réseau informatique qui était utilisé pour le Minitel. Et qu'est-ce que c'est que le réseau Transpac ? C'est un réseau qui, comme le dit l'abréviation, transporte les informations par paquet. Donc ça, c'est faire une image. C'est-à-dire qu'une image, elle a un propos, qu'une image, c'est un discours, et qu'à partir du moment où elle a un discours et un propos, j'ai une série qui s'appelle Les ronces artificielles, qui est sur les fils de fer barbelés, sur la question de l'enfermement, de la surveillance. Donc certaines images font partie de cette série, mais font aussi partie des séries sur l'environnement, sur l'écume de la Terre. C'est-à-dire que des images, pour moi, c'est des mots que tu associes dans un propos et dans un discours. Et c'est là où c'est pas du tout la même chose que de simplement appuyer sur un déclencheur et de faire clic-clac, merci Kodak, même si c'est plus Kodak. C'est autre chose, quoi. Est-ce que du coup, le fait qu'il y ait le plus d'images nuit à l'image ? J'ai écrit Regard sur l'image. Enfin, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit Regard sur l'image, c'est que je considère que nous sommes dans un monde iconolique. Iconolique est un mot que j'ai construit à partir de deux mots, alcoolique et iconique. Nous sommes dans un monde qui consomme 10 fois trop d'images. Nous sommes des alcooliques de l'image. Et une des manières de... Il se trouve qu'à l'époque où j'ai écrit ce livre, j'ai découvert qu'une des manières de soigner l'alcoolisme, c'était de faire découvrir aux gens le goût du vin et de l'alcool. Parce qu'à partir de ce moment-là, déjà, tu vas boire moins vite pour savourer, et puisque tu as une meilleure satisfaction, tu vas boire moins en quantité aussi. C'est un peu ça l'idée de ce livre. Je pense qu'on est dans une civilisation qui est iconolique et qui donc ne respecte pas l'image. Et donc est iconoclaste. C'est paradoxal, mais c'est une réalité. Nous sommes des iconoclastes. Comment tu fais aujourd'hui, comment tu contribues à redonner goût à l'image telle que tu l'entends dans ce livre ? Alors, comment je fais ? Là, tu me demandes d'être immodeste pendant 2 secondes. J'essaye de faire des bonnes images et des bons films. Et des choses d'avoir un propos, justement. Si tu parcours la rubrique création picturale dans mon site, tu vas voir qu'il y a un certain nombre de thèmes. Il y a l'écume de la Terre qui est sur l'environnement. Il y a une série justement sur les questions de la surveillance et de l'enfermement, avec un travail sur les ronces artificielles, qui est le premier nom des films de fer barbelé, en fait, sur les caméras de surveillance. J'ai un autre travail qui est consacré, qui s'appelle Hommage à Inventaire, qui est une série d'images ou de films qui parle de qu'est-ce que c'est qu'une référence. Enfin, quelle est la relation entre l'image et son contenu et le titre. Par exemple, il y a une image que j'ai intitulée La chute d'Icare. C'est une traînée d'avion qui semble tomber à la verticale derrière une ligne d'arbres. À partir du moment où je l'appelle Hommage à la chute d'Icare, il n'y a plus de contestation. C'est une image qui parle de la chute d'Icare. Donc, toute cette série travaille sur qu'est-ce que c'est que le contenu d'une image. Et en quoi ce contenu est lié justement aux mots qui l'accompagnent ou aux autres images qui l'accompagnent. De la même manière, dans cette série-là, j'ai tout un travail. J'ai une image, par exemple, qui s'appelle Hommage à Dali, qui est en fait une référence à une toile de Dali qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle Les pêcheurs de thon, qui est une peinture qu'il a fait à la fin de sa vie sur le massacre des dauphins dans les filets de pêche des pêcheurs de thon. Donc j'ai fait une photo sur une pêche d'étang qui est un peu en résonance avec cette image. C'est aussi une image qui va dans la question de l'environnement et de l'écume de la Terre. Donc voilà, c'est pour moi, contrairement à d'autres, une image ne vit pas seule, elle vit en famille, en groupe,
au sein d'une série. Tu as parlé de l'évolution du matériel, l'automatisation de certaines tâches, notamment des tâches d'exposition et de mise au point, d'autofocus, ce qui en fait des contraintes en moins pour les néophytes, disons. Est-ce que le fait que du coup on a plus cette contrainte technique et donc du coup on a accès à cette technologie sans vraiment devoir s'y intéresser en profondeur, est-ce que ça nuit justement à la qualité des images qu'on va en faire? Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas dit que je suis contre les automatismes et contre ces choses-là. La question, c'est de savoir ce qu'on fait quand on les utilise. Qu'est-ce que ça veut dire de fermer une image à 16 ou de la fermer à 1,2 ? Quelles en sont les conséquences dans l'esthétique de ton image et donc dans ton propos ? À partir du moment où tu comprends ce que tu fais, j'ai pas de problème. C'est pour ça que j'ai un problème avec le téléphone, c'est que tu sais pas ce que tu fais. C'est le téléphone qui décide. À aucun moment tu peux te dire, de toute façon, la profondeur de champ d'un téléphone est telle que tu sois à pleine ouverture ou fermé à fond, tu as une profondeur de champ maximale. Donc ça change rien. Donc c'est ça la vraie question. C'est en quoi la technique va te permettre de formuler ton discours d'une certaine manière ou d'une autre manière. Travailler sur la vitesse d'un obturateur en photo, ce n'est pas parler du temps de la même manière si tu es au 1 millième que si tu es au 1 quinzième, voire au 1 huitième, voire à la seconde. La technique, c'est un moyen pour raconter ton histoire. Et de la même manière que si tu fais un lavis, une aquarelle ou une peinture à l'huile, tu ne racontes pas la même histoire. Même si c'est le même paysage que tu représentes, c'est pas la même histoire. Et c'est la même chose en photographie. Si tu travailles avec un maximum de profondeur de champ ou très peu de profondeur de champ, avec un cadre carré, rectangulaire, panoramique, tu racontes des histoires différentes. Et c'est tout. Et c'est ça, pour moi, qui est important, c'est savoir ce que tu fais. Quand tu fais de la cuisine, tu sais que si tu mets du beurre, ton poisson n'aura pas le même goût que si tu mets de l'huile. Et si c'est de l'huile d'olive ou du colza, ça va encore changer. C'est la même chose. On a été mis en relation par l'intermédiaire d'un ami commun, Mandril, qui est designer et qui est d'ailleurs passé dans cette émission. Et on a pu plus ou moins intervenir dans le cadre d'un de ses lives sur le sujet du crypto art et des NFT. Donc pour rappel le crypto art, il s'agit en fait de la vente d'œuvres d'art numériques ou plutôt, à vrai dire, de propriété intellectuelle de fichiers numériques JPEG, MP4, MP3 sur le réseau de la blockchain et sur le réseau de la crypto-monnaie, donc avec notamment des transactions qui se font sur le réseau Ethereum, donc une crypto-monnaie. Et donc il y a encore une question du rapport à l'image qui change, une question du rapport à la propriété aussi, puisque en fait quand on achète une œuvre en crypto art, on ne la possède pas vraiment, on ne la possède pas physiquement, et en fait un artiste peut très bien décider de vendre son œuvre d'un point de vue digital en crypto art sur les sites concernés et vendre son œuvre physique à quelqu'un d'autre. Les œuvres en fait dans le fond sont pas les mêmes puisqu'il y en a une qui est digitale et il y en a une qui est physique. C'est discutable puisqu'il y en a qui vendent aussi l'œuvre physique en même temps que l'œuvre numérique. Mais quoi qu'il en soit, même si on achète une œuvre en crypto art, d'autres utilisateurs peuvent disposer du fichier JPEG, mais même si sur le papier, d'un point de vue du certificat d'authenticité, ils ne sont pas propriétaires. C'est très, très diffus, pas forcément très lisible comme concept, mais en tout cas c'est ce qui est en train de se dessiner sur Internet en ce moment, en 2021. Quel est ton rapport à ce mouvement-là? Pour toi, l'expression du crypto-art, qu'est-ce qu'elle traduit? L'art, c'est un reflet de la société. Nous sommes dans une société qui est en train de se financiariser à une vitesse
hallucinante. À tel point que maintenant, on est en train de parler de rentabilité des hôpitaux et que dans une période que nous sommes en train de connaître, on nous supprime des lits sous prétexte que les hôpitaux ne sont pas rentables. Voilà, là, l'art continue, il reflète la société, donc on est dans la spéculation et la financiarisation de l'art, qui est toute une... mais qui existe déjà depuis de nombreuses années. Je veux dire, c'est pas... Là encore, le numérique n'est pas révélateur de quelque chose. Il est un accélérateur. Il fait qu'amplifier ce qui est déjà existant. Amplificateur de ce qui existe déjà. Et on est bien, et ça c'est pour moi très important, on est bien dans une question de temps long et pas dans une question de rupture, comme nos gouvernements essayent de nous le faire croire, mais pas seulement nos gouvernements. Les fabricants de matériel, plein de gens essayent de nous faire croire que nous sommes dans des ruptures. Si on parle de numérique, les premières images électroniques ont été faites dans les années 60 sur les satellites Surveyor. Moi, mes premières images numériques, je les ai faites en 83. Et le numérique n'existerait pas sans des gens comme Neil Spotman, qui est un penseur, qui a inventé le lien hypertexte pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il n'y avait quasi pas d'ordinateur. Et la compression JPEG n'existerait pas sans les algorithmes qui ont été inventés au 19e siècle. Donc, on est vraiment dans des continuités et pas dans des ruptures. Ça, pour moi, ça, c'est une chose très importante. Maintenant, la question de ce qui est en train de se passer, est-ce que c'est un épiphénomène comme SamCity ou est-ce que c'est quelque chose qui va durer ? Désolé, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne ferai pas de pronostic. Ça pose cependant une question qui est très importante, qui est la question de la rémunération des créateurs. Et plus largement, la question de la rémunération du travail. Si on parle de la rémunération du travail, pendant très longtemps, on a payé le travail en fonction du nombre d'heures effectuées pour réaliser quelque chose. Aujourd'hui, on est en train de passer dans des rémunérations différentes. C'est-à-dire qu'un travail qui dure 2 minutes peut être facturé plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça, c'est un premier glissement. L'autre glissement, c'est la question de la rémunération de l'artiste. Jusqu'au 19e siècle, l'artiste est commandité. Dans 99% des cas, que ce soit la musique, la peinture, la littérature est différente. Et encore, même dans la littérature, un Molière avait une commande du roi. Un Racine avait une commande du roi. Si on prend les écrivains suédois de la même époque, c'est la même chose. Si on prend les hommes de théâtre du 19e suédois, c'est la même chose, c'était des commandes. On ne vend plus des objets uniques. Même si c'était une pièce de théâtre, c'était, entre guillemets, un objet unique qui était vendu, c'était telle représentation. Ou, pour la musique, tel concert. Donc on avait des objets uniques, ou uniques multiples, ou unique, c'était de la peinture, du dessin, ou de la gravure. Et là, on était unique multiplié. Aujourd'hui, avec le numérique, la question de l'unicité devient pas caduque, mais très compliquée à gérer. Donc, comment rémunérer l'artiste ? Est-ce que le blockchain est une solution ? Je n'ai pas de réponse. Moi, personnellement, comme ça, tout de suite, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote quand même à propos de ce genre de dénonciation un peu tonitruante. Quand je faisais mes études de photo, mon frère travaillait en informatique et il m'a montré un week-end très fier un Mickey réalisé avec des X et des Y en déroulant le listing sur 1 mètre de haut. J'ai rigolé, je lui ai dit écoute, si c'est ça l'informatique, je suis pas prêt d'en faire. Et puis, 83, j'ai été un des premiers en France à faire de l'image numérique. J'ai travaillé sur le Minitel. Aujourd'hui, j'ai une installation informatique bien plus grande que celle de mon frère. J'ai 2 serveurs de 50 Tera. Dans mon appareil photo, j'ai des mémoires qui n'ont aucune commune mesure avec les premières disquettes que j'ai utilisées. Bref, peut-être que je ferai de la blockchain, j'en sais rien.
Aujourd'hui, ça ne tente pas, mais qui vivra verra. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui vraiment se lancerait, qui voudrait vraiment faire de sa vie un travail d'artiste autour de l'image? Bon, que ce soit autour de l'image ou de la musique ou d'autres arts, j'utilise depuis très longtemps un livre. D'ailleurs, plusieurs personnes m'ont remercié de les avoir fait lire, et pas toujours parce qu'ils ont décidé de suivre la carrière artistique, quelquefois parce qu'ils ont abandonné. C'est les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, qui est un livre qui est la fin du 19e siècle, qui donc ne coûte pas très cher. Et vous remplacez poète par architecte, peintre, photographe, vidéaste, artiste plasticien, tout ce que vous voulez. Et si à la fin du livre, vous avez encore envie de le faire, allez-y, foncez. L'autre chose que je dirais, c'est qu'il n'y a qu'une seule valeur sûre, c'est la persévérance. Ça me paraît évident. Oui, mais il y a une grande mythologie sur les artistes qui fait croire que ce n'est pas la chose importante. D'habitude, je demande aux invités de présenter un livre. On va en profiter pour présenter le tien. Je remets en image justement ce livre Regard sur l'image, Hervé Bernard, aux éditions. Regard et impression. Aux éditions Regard et impression. En vente sur mon site Regard sur l'image, tout simplement. Regardsurlimage.com. Et vous passez pas par Amazon. Et on passe pas par Amazon. C'est noté. Je travaille sur un site qui s'appelle tk21.com. tk21.com. Qui est un site sur l'image. On est à 117 numéros. Il y a entre 15 et 18 articles par numéro. J'ai fait notamment des entretiens avec des gens comme Gilles Clément, Louis Bénèche, qui sont tous les deux des paysagistes, mais aussi avec le directeur de l'Institut de la Vision et d'autres choses. Et puis, il y a plein d'autres articles, Jean-Louis Poitvin, Martial Verdier, avec des articles pour ceux qui le veulent et s'exercer en coréen, en chinois, en russe, en anglais, en allemand, et qui sont en général pas traduits, et en français. Et c'est uniquement en ligne ? Uniquement en ligne. Tous les numéros sont en ligne, accès gratuit, puisqu'on est un peu fou. Ok, bah super, ça marche. Et bah écoute, merci Hervé pour ton passage dans l'émission. De rien, merci de m'avoir accueilli. Vous retrouverez l'actualité de Hervé sur son blog regard-sur-l'image.com et vous pouvez découvrir son travail d'auteur à travers son ouvrage également intitulé Regard sur l'image, disponible sur sa boutique en ligne. N'hésitez pas à faire un tour sur le site lonapolis.com sur lequel vous retrouverez toutes les recommandations d'œuvres des artistes que je reçois, également la playlist choisie par les artistes. Vous avez pu d'ailleurs découvrir dans cet épisode des extraits d'Octophase avec des extraits de son dernier EP Black Rocks disponible sur toutes les plateformes de streaming. Afin que ce podcast profite à un maximum, si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Deezer, Google Podcast et pour les utilisateurs Apple, à noter l'émission et laisser un petit commentaire. C'est aussi grâce à ça que l'émission pourra continuer. À très bientôt pour un nouvel épisode.